il y a encore des repérages et des choses intéressantes. Surtout la chose suspecte de la chose en question, think, thinking, pourquoi pas Danken, qui n'ont rien à voir avec Ding en allemand, mais avec une certaine remerciement ou disons, voilà, grâce. Bon, d'abord, première image de mon film du dernier, parce que ce matin qui est terminé. Donc, première image, en vrai, effectivement, j'ai pris en entrant dans une ruelle, le nom, simplement j'ai photographié le nom de la rue, et je n'ai pas traduit ça en français, c'est sur une plaque rouge, écrit avec les lettres blanches, et la traduction donnée maintenant, c'est impasse des amoureux ou des amoureuses. C'est neutre en turc. Aşıklar çıkmazı. Donc le film s'enchaîne vers la fin. Cette œuvre de Blanchot intitulée La communauté inavouable. Là, il était question d'une certaine communauté nommée par Blanchot, communauté des amants, en visant 68. Et là, un autre point, là où je parlais, Dasein et sa mortalité chez Heidegger, et c'est pour mettre en relief le concept ou catégorie complètement nouvelle chez Heidegger et dans toute l'histoire de la philosophie. Il s'agit d'une impossible, une impossibilité possible. C'est par rapport à l'expérience Erfahrung de Tod, la mort, et que j'adaptais à ma question qui était autrui. Donc rapport à autrui, soit thématisé dans l'étreinte érotique ou amoureuse, buter ou frôler une certaine impossibilité. La chose touchait peut-être notre intégrité de soi, miente, et je m'avais surnommé à un moment donné dans un film, à partir de Jacob Böhm, n'est-ce pas, à partir de cette égoïté où, comment on disait ça, Ichheit en allemand, en latin, c'est quoi? Donc, c'est pas ipséité, mais miente, effectivement, j'avais changé, j'ai pas fait minette, non, c'était quelque chose de plus intéressant, qui consonnait aussi avec mon prénom, que je nommerai pas ici. Alors, catégorie de miente et son intégrité. Mettons ça à côté de notre interrogation suivie. Mais je veux parler des choses que j'ai ajoutées, non pas des véritables rectifications. Il y avait vraiment une certaine lacune de mémoire quand il s'agit d'un homme, d'un grand philosophe qui s'appelle Martin Buber, que j'ai ajouté clairement, mais j'avais quand même, je m'étais souvenu de son grand œuvre, moi et toi, ich und du. Mais le problème, c'est qu'une séquence avant, en parlant de Lévinas et son rapport difficile à certains philosophes, particulièrement à Heidegger, voilà, une première Martin, et deuxième Martin Buber, qui entretenait des rapports intellectuels ou éthiques beaucoup plus sereins, mais à ma connaissance, je n'ai pas vérifié, mais le dernier chapitre manqué de Sein und Zeit de Heidegger, effectivement, c'est Martin
Buber qui était thématisé, mais c'était pas très bien chéri dans ces chapitres Martin Buber. Donc, rapport difficile à ces deux Martins de Lévinas que je nommais une concubine difficile ou un concubinage, un certain couplage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, c'est effectivement quand il s'agit de notions si cruelles comme moi et toi, effectivement, il s'agit de cela dans un rapport d'altérité avant tout, avant de faire intervenir ces citations de l'Évangile Saint Matthieu, Matthieu, on dit Matthieu, effectivement, vous dites Matthieu. Alors, ça, il faut noter des choses quand même, non pas circonstancielles, mais ce sont des concours de circonstances qui ne sont pas très anodins quand même, de Martin, rapport à de Martin que je signalais. C'est à étudier au niveau biographique surtout. Et ensuite, ne pas nommer verbalement, mais écrit dans l'un de mes dessins, qui se trouve dans le film. Ensuite, vers la fin, donc un dessin parle de cet événement, et je pense que c'est effectivement la nature de l'événement est très crucieux, un moment crucial dans l'histoire. En tant qu'événementialité, ce qui vient, ce qui se révèle, ce qui arrive, ce qui advient, et Erfahrung Erlebnis, effectivement, je n'entrerai pas dans cette discussion, c'est une gefahr extrême, c'est une péril qui peut nous guetter à tout instant, mais incomparable, etc. Mais on peut facilement trouver des similitudes quand il s'agit de l'usage des télétechnologies et des trains, des railways dans non pas une peut-être génocide systématique, mais une déportation systématique qui a eu lieu avant Auschwitz dans les terres de l'Empire ottoman, effectivement concernant le peuple arménien uniquement, mais donc il ne s'agit pas des autres communautés ou des grandes perversités, etc. Bon. Les national-socialistes élargissaient leur éventail de hénologie. Alors, ça aussi c'est noté. Pourquoi événement? Parce qu'il s'agit effectivement à partir de cette digression sur on tue un enfant, j'avais mis en question l'ontologie même, les principes même de l'ontologie qui sont basés sur cette distinction d'être et non-être. Et là, j'avais thématisé, à mon avis merveilleusement, la notion de trauma révolutionnée, disons, après Freud. Malgré Freud, c'est déjà trop dit. Mais la question n'est pas trauma, Traum, Arbeitung. Il faut citer une autre formule de Lévinas, trace, définition même de trace, c'est-à-dire ce qui nous fait travailler peut-être, n'est-ce pas? Au-delà d'être et non-être, c'est la trace, ce qui peut-être n'a jamais eu lieu, ce qui n'aura peut-être jamais avoir lieu. C'est ça, ce qui menace le concept même de la présence. Et comme d'ailleurs Möglichkeit et Unmöglichkeit. Donc Emmanuel effectivement, quand aussi l'autre Emmanuel peut être intervenu dans le propos, parce qu'on peut trouver malgré Kant quand même des
des traces, des choses comme ça, ne serait-ce que la statue ontologique même de la loi morale qui dépasse cette simple dichotomie entre être et non-être. Quand on dit tout simplement un fait de la raison, c'est déjà trop dit. Donc quelque chose purement intellectuel, donc ce qui n'existe pas empiriquement. On ne peut montrer que des exemples lointains. Et surtout, tout exemple qui recommande la loi morale va nous empêcher d'accéder authentiquement à la loi morale, etc. Donc, Kant n'est pas du tout loin, mais sans s'en rendre compte, peut-être lui-même, de ces inventions conceptuelles qui... D'ailleurs, Kant a eu toujours des problèmes avec l'ontologie, n'est-ce pas? En général, avec la métaphysique même. Donc, qu'est-ce que je dis? Voilà, des choses bizarres. Mais dans quel moment je suis intervenu dans cette histoire de trauma et on tue un enfant, ça nous éloigne de notre propos. Voilà, l'amitié aussi en fait, si formule aristotélicienne ou bien Montaigne, effectivement, ce qui n'est pas dans le corpus aristotélicien, ô ami, il n'y a nul ami, voilà. Grand rituel du livre de Derrida, Politique de l'amitié. Une première fois, je cite ceci. Ô ami, il n'y a nul ami. Donc, il y a une amie qu'on apostrophe pour dire qu'il n'y a pas d'amis. Et Kant disait que même s'il n'y avait jamais eu un exemple véritable du concept de l'amitié comme concept existe. Même si on ne montre pas un exemple véritable de l'amitié, effectivement, l'amitié reste comme un concept. Voilà, c'est mon propos complètement. C'est une petite citation de Kant qui se trouve dans la métaphysique des mœurs d'ailleurs. Il faut bien lire chaque ligne pour trouver des grandes, c'est quoi, en chaussures, des perles ou des diamants sans en chaussure. En chaussure, ce sont des accessoires qui recommandent une œuvre, donc tout en chaussure, ça reste comme un effet paragonal, chez Kant, et chez nous aussi peut-être. Alors que dans mon écrit aux yeux d'autrui, je thématisais en chaussure en disant qu'il y a un chassé et il y a un chasseur et il y a un chassure. Comme la logique de l'histoire est travaillée par Deleuze dans la logique du sens, donc il faut bien distinguer l'état des verbes dans leur catégorie propre. Il y a un chasseur. Effectivement, un chasseur, c'est clouer. Quand j'entends clouer dans mon lexique, c'est Christ dans la croix. Clouer. Il y a un coulouan, ce qui frappe les clous. Il y a un clou, je crois qu'en français, en argot, dans la langue familiale, ça veut dire quelque chose, mais à la fois je ne me souviens pas, parce que je rafoule certains mots argot, mais le clou, effectivement, ça veut dire quelque chose en français qui n'est pas très convenable. Alors, toute cette enchâssure frappe, couleur, ce qui est enchâssé, non pas ce qui est sujet d'une chasse, mais enchâssé, peut-être que je prononce mal là, c'est-à-dire on est d'une certaine façon comme on fait avec un aiguillon des gravures sur le cuivre, par exemple, enchâssé.
Et à la fois, effectivement, c'est capté par son point de caption, terme lacanien. Chez chaque homme, peut-être, il y a un point qui est captable, pour ne pas dire réceptible, effectivement. En allemand, la réception, réceptivité, qui a l'air d'être un concept, la perception primaire chez Kant ou chez les autres phénoménologues. Mais effectivement, réception de Saint-Esprit, effectivement, dans le lexique luthérien, c'est quelque chose d'énorme. Malheureusement pour l'instant, ah oui, Annahmen en Allemagne. Je peux prononcer mal, mais vous avez tout compris. Annahmen, alımlamak en turc, alımlamak, recevoir. Donc, point de caption peut être lié à cette statue ou cette capacité de réceptivité au sens de Annahmen. Il peut y avoir une donation, un don de soi, une exposition vers toi, et si tu n'es pas réceptif, si tu n'es pas sensible à cela, ton point de captage, point de caption, c'est autre chose. Donc, le pointu, au sens de cogni bergsonien, ton pointu, le sommet de ton cogni était ailleurs. C'était pas dans cette présence-là. Voilà, ce sont des choses très importantes qui s'ajoutent ou qui se complètent. Un domaine complètement à explorer, auquel je suis très très sensible. Pourquoi? Parce que dans mes films, il se passe des choses, dans ma vie, en interaction avec les films, avec ce que j'écris et ce que je dessine, il se passe des choses, même avec mon entourage élargi ou étroite, il se passe des choses et je suis ouvert à une certaine réceptivité et je reçois des donations innombrables comme grâce. Je vis des moments de grâce. Malgré Jules Michelet, qui disait que en fait, le mot grâce est fini, c'était le Moyen-Âge, maintenant c'est devenu couloir de la nation, couloir, ça change de contenu. Donc notre point de captage dans l'appartenance est changé. Notre microcosme et macrocosme, notre Umwelt aussi est complètement changé. La preuve, c'est que nous n'utilisons pas dans le même sens le grand concept quand même religieux de grâce. Donc des moments gracieux, gracieusement offerts, etc. Il peut y avoir plusieurs expressions françaises. Une certaine gratuité du salut, bien sûr, gracieusement, gratuité du salut est gratuite. Ce qui est gracieux, c'est gratuite, c'est donné. Autant qu'on reçoit. Alors, on ne peut pas recevoir tout. Moi, je reçois tout, mais avec l'aide de ces accessoires suppléments de l'écriture, des appareils de peinture et de films,
j'en reçois encore plus sans lesquels je ne peux ni maîtriser ni le recevoir véritablement. Donc on ne peut pas recevoir d'une seule fois, il faut en donner un temps encore plus spécifique. Il faut parler comme Madame de maintenant, là je n'ai pas de temps, mais j'en donne encore plus. Quelque chose comme ça. C'était la thématique de quoi chez Derrida, dans le début de, je crois, Spectre Max, à mon avis. Je n'ai pas de temps, et je donne tout mon temps au roi, et autant j'en donne, quelque chose comme ça. Donc, un paradoxe du temps de Madame de maintenant qui m'intéresse, et j'appelle d'ailleurs maintenant toujours comme Madame, comme les autres appellent Minamosine, Madame Minamosine, effectivement. Il y a dames, effectivement, qui est apparu dans mes dessins, mais ambigus, ils peuvent être autre chose, mais il faut les mettre aussi dans la catégorie de dames. Et je pensais, sans trop réfléchir, dans ces derniers jours, j'en ai aussi Dame à l'icône, que j'ai beaucoup cherché auparavant. Cette apparition de Dame licorne, il ne s'agit qu'une tapisserie. Moi, je suis très très sensible aux tapisseries de Moyen-Âge, surtout d'origine anglaise, mais qui se trouve, je crois, dans le musée de Luxembourg, à Paris. J'en ai juste donné un seul exemple dans le film précédent. pour préciser cette chose en ce qui concerne polo, parce que j'avais confondu dans mon discours hockey et polo chez les Indiens colonisés par les British, mais polo, effectivement, ça se fait avec les chevaux, et chevaux, ça vient d'Asie centrale, et ça, ce jeu a ses origines turques. Ce jeu s'appelle Cirit. Tout le monde connaît, mais ne pratique pas. On ne pratique pas Cirit dans la Turquie moderne, mais sûrement les Kazakhs, Kyrgyz, Ouzbeks, eux, ils ont une certaine pratique encore, ne serait-ce que dans le palais royal de Ulaanbaatar, comme capitale, qui change tout le temps de nom. Bon. Alors le cheval. Il y a des moments dans mon film, dans ce dernier film qui s'intitule La philosophie pratique. Qu'est-ce qu'une philosophie pratique? Voilà une grande réponse de best-seller. Ça devrait être un best-seller. Alors dans ce film aussi, il y a eu un moment donné que j'étais submergé par les larmes, pas trop, sans exagérer, quand même un homme en public, bien qu'il est isolé dans un coin, s'il pleure en parlant, alors ça s'arrête. C'est-à-dire que moi, juste à la fin de la première enregistrement de ce dernier film, j'étais en larmes à un moment donné et j'ai arrêté l'enregistrement en disant que je dois me reposer. Voilà. Ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens pas très bien, mais peut-être il y a un deuxième moment où il y a une association d'idées sur un fond bleu, un bleu bleuti, qui m'a effectivement rappelé immédiatement l'autre film de moi qui s'appelle Blau Ritter. C'est parce que j'étais très très malade, je ne pouvais pas trop bouger comme maintenant pour avoir des sujets, faire des repérages filmiques. Donc j'étais immobilisé dans un coin juste derrière l'hôpital et j'étais assis sur un trottoir tout seul. Là j'ai vu sur le fond
par terre des taches bleues, énormes, bleues, de couleur, peinture. Donc, j'ai photographié confortablement sans faire beaucoup d'efforts parce que je n'avais pas de force. Alors là, ce film sur Kandinsky, je suis tombé dans une tableau de Kandinsky et je n'ai pas encore sorti. C'est-à-dire, chaque fois que je le cite, je suis en larmes. Pourquoi? C'est une vie privée, voilà la fiction autobiographique. Sa force intraitable, imprononçable, inexprimable, une certaine aphasie voilà, s'installe là. Une certaine syncope, un arrêt du discours, là où dissout l'orgueil très intellectuel s'affaisse, etc. Alors, Blau Ritter, ce matin et hier soir, est apparu sur un fond encore bleu d'un jardin à sport, là où les jeunes font du gymnastique. Alors, à chevaux, au galop, tous les adjectifs, adverbes, effectivement, se déclenchaient à partir de Blau Ritter, auquel je m'identifie effectivement. Métaphoriquement ou autre chose. Ce sont des choses devenir au sens deleuzeien, guattarien du terme. Il y a de devenir femme, il y a de devenir nomade, ou bien il y a un devenir de chevalier, un devenir, je suis, pour dire comme Artaud, je suis à la fois le cheval, je suis à la fois rider, et je suis à la fois le bleu même, le bleu même. Et je ne suis pas Kandinsky, mais je m'identifie à ce Kandinsky-là. Voilà, un mot manqué, voilà. Je suis à la fois un croisade, ceux qui font croisade. À l'époque, bien sûr, j'ai écrit un poème comme ça. Blau Ritter, que j'ai eu envie d'envoyer à quelqu'un quand même qui connaît un peu français, et c'était M. Balanfa, qui était influenceur. Et également, un deuxième point que j'ai envoyé l'autre mois, à lui encore, c'était Sarrazin. J'étais content. Alors, notre sujet, c'était fiction autobiographique. Et c'est pour ça que je suis intervenu aujourd'hui, pour préciser, dans le film, ce mot, cette expression qui m'appartient, effectivement, était prononcée au moment où je parlais de Michel Foucault, et je disais ou je suggérais qu'au lieu de travailler, étudier le concept phronésis, donc Daniel Foucault, vers la fin de sa vie donc, dans ses cours de Collège de France, et il faisait des cours sur la gouvernementalité. Là, contre toute attente, il ne privilégiait pas le concept de phronésis, que j'ai étudié un peu et j'ai fini par comparer, identifier à un certain takfa musulman. Et lui, il a choisi le mot ou concept pour étudier chez les Grecs, parésia. Voilà, ce matin, enfin hier soir, je n'ai pas prononcé le mot parce que c'était une omission, encore une lacune. Ce matin, j'ai ajouté par écrit sur le film, parésia. Alors, parésia, c'est pas identique, bien sûr, à
phronésis, et c'est pas non plus tout à fait autre chose. C'est peut-être, je risque des choses, mais ça n'appartient pas seulement au souverain, comme Phronésis, un décideur privilégié, mais Parésia, c'est pour tout le monde, pour chaque citoyen grec, et il faut être honnête. Et il faut trouver des équivalents pour le traduire. Et je propose, c'est être sans façon, comme Edgar Allan Poe use de cette expression en français dans le texte. Donc, il refuse de traduire en anglais sans façon. Je propose pour penser ces expressions. Ce n'est pas des traductions exactes. Et l'autre, franc-parler. Et franchement, pourquoi pas? Franchement, être franche. Parésia, c'est aussi être franche. Un certain franc-parler, c'est pas seulement se comporter d'une manière éthique ou être libre, etc. Mais Parésia, tel qu'il est étudié par Foucault, c'est quelque chose à voir avec ce processus de dire sa vérité. Dire sa vérité, témoigner de sa vérité. Et autant qu'on peut en témoigner, dans quelle langue, dans quel concept, dans quelles circonstances, avec quelle fiction. Voilà. Ma thèse, c'est que, contre avec Foucault, un franc-parler, dire sa vérité, dire la vérité, ne peut jamais être séparé d'une fiction autobiographique, qui est mon concept, que j'ai déclaré hier peut travailler, alors que je ne travaille que cela, mais c'est la première fois que j'ai fait un rapprochement, une comparaison entre ce concept de Parésia et mon concept de fiction autobiographique. Donc qui est ni vrai ni fausse, qui dépasse cette duplicité, dichotomie ontologique dont je parlais tout à l'heure. Ce n'était pas pour rien, c'était pour arriver à ce moment-là très crucial concernant notre rapport à la vérité, à notre vérité, telle que cette vérité nous dévoilait ou nous se dévoile peut-être. Voilà, un dévoilement, enlever la voile d'une manière progressive, ça je suis d'accord, il s'agit d'une temporalité, ce n'est pas une soudaine apparition d'une illumination, alors que tous les cas sont possibles, c'est-à-dire une certaine, je dirais, sortilège, sorcellerie, mais sans aller jusqu'à si loin. J'ai un peu pensé de manière spéculative l'étymologie de Parésia. Je ne trouvais que un mot italien quand même qui n'est pas sûr qui vient de Parésia. Me fait penser un italien archaïque, fari, qui veut dire parler, mais de manière franche. Apparemment, je spécule, hein, je n'ai pas fort dans le domaine, mais j'ai eu quand même cette incitation qui rapprochait cet étymone italien ou latin déformé en italien, donc devenu fare, qui aura donné, si j'ai quelque chance, qui aura donné farouche, farouchement, être franche, fare, et pourquoi pas fare, aura quelque chose à voir, je n'ai pas de preuve, mais avec la fable.
là, si tout ça est vrai, effectivement, c'est moi qui gagne, c'est-à-dire fiction en tant que fable autobiographique, inséparable d'une certaine parole, même épuisée. Je disais très clairement que c'est seulement dans un moment d'épuisement de parole qu'on peut en dire la vérité. Et c'est tout ce que je voulais dire, mais effectivement, il y a une autre citation entre Aristote de rhétorique et Ibn Khaldun de Muqaddimeh, parce que chez Ibn Khaldun, quand même Moyen-Âge, il s'agit d'une torture, une scène de torture impossible pour avoir la vérité de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose d'inouï qui m'a bouleversé la description. Eh bien, j'ai utilisé tout en m'identifiant, étant malade, un peu victime, un peu torturé, mais sans pouvoir arrêter d'écrire. Donc, je me torture, je me victimise avec ce grand travail d'écrire un roman tout étant malade et faible. J'avais une force interminable et irrésistible que je ne pouvais pas empêcher, bloquer. Et j'écrivais cette fable et j'utilisais cette scène de torture pour dire la vérité, sa vérité, mais en fiction, dans un roman, non pas un roman historique, alors qu'en apparence, oui, mais il s'agit d'une grande fable, fabuleuse, que j'ai écrite, qui s'appelle l'histoire de Gevheri. Donc, Fahari, dire la vérité, dire sa vérité, est lié aussi à un certain épuisement, soit par la torture d'autrui, d'une manière hétéronome. On n'est jamais autonome, et c'est entre deux. C'est pour ça que, on a inventé un concept qui s'appelle autonomie, quelque chose comme ça, hétéro-autonomie. C'est un mix. Et ça a un rapport à Fahari, non pas un logocentrisme total, parce qu'il y a des accessoires de l'écriture, il y a des autres accessoires, ne serait-ce que des mots, vocabulaire. Ces saveurs, ces profondeurs, ces épaisseurs ou ces minces, leur mince différence, qui ne se réduit pas à un logocentrisme ou à un intelligibilus. Non. Nous sommes des êtres corporels charnels qui parlent. C'est inséparable. Ces accessoires sont inséparables de notre vérité à nous également, charnelle ou corporelle. C'est ça. Communauté des amants, impossible, mais charnel. Ou carnet. Donc, j'ai, disons, familiarisé la notion de Danken. J'ai prononcé mal, j'ai prononcé Danken. Donc la pensée grâce au remerciement aura une origine commune. Gedachnis aussi n'est pas très loin, mémoire, mnémosine, gracieux, gracieuse. Ce qui veut dire nous sommes là grâce à notre mémoire, mais il y a des gens sans mémoire, des peuples, des ethnies qui ont pas de mémoire, etc., etc. C'est très riche, mais manque de mémoire, oubli, lacune, parler une autre langue, parler langue étrangère, parler langue d'autrui, sans comprendre, faire tout au niveau des accessoires sans y accéder, vraiment accessoire et accéder
accessoire, ça aide à y accéder, mais supplément, c'est suppléer quelque chose à son absence et ça prend sa place. Et donc, il y a des refoulements très bizarres, c'est pas seulement de l'ordre libidinal. J'ai oublié clou. Alors, clou, qu'est-ce que c'est? Ça me dérange un clou, mais ça être cloué, être fixé, etc. Bon. Donc, mon livre, deuxième ou troisième, effectivement deuxième, je crois, à la place de Grabende Yerineler, finissait avec un petit chapitre qui s'intitule Teşekkür ve Düşünce ya da tefekkür ve tefekkür ve teşekkür. Donc, en turc ottoman, voulait dire danken und danke. Pensée, remerciement. Au lieu d'une simple acknowledgement, ça aussi c'est un mot quand même intéressant en anglais, acknowledgement. No, c'est un peu değer bilmek, kıymet bilmek en turc. Ce qui sont de reconnaissants. On a quelque chose qui savent reconnaître au sens éthique cette fois-ci, non pas au sens de recognition, etc. Donc, français aussi n'est pas étranger à cette sémantique de reconnaître, acknowledgement, et donc un remerciement pensif. Donc c'est ça des rapprochements qui sont importants, qui est fait déjà par Heidegger, bien sûr. On peut trouver trop étouffant cette atmosphère heideggerienne, très luthérienne, etc. Là, effectivement, j'ai même nommément Luther dans ce concept Wahrnehmung, réceptivité, que j'ai travaillé quand même, mais comme j'ai peu d'allemand, langue allemande, je ne maîtrise pas, j'ai travaillé avec avec un certain corpus intéressant, même filmique, il faut que j'y trouve. C'est-à-dire que j'ai un film qui est resté complètement à part. Je ne sais pas si c'est publié quelque part. Je faisais lecture d'un poème que j'ai trouvé sur Internet, sur Wahrnehmung und quelque chose que j'ai oublié. Donc, donner et prendre, ça devrait être quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment tragique au niveau de la lignée. Et je le faisais faire des traductions automatiques dans plusieurs langues qui donnaient des résultats désastreux, et je les enregistrais, je les mettais l'un après l'autre. C'était ça le film, une lecture en plusieurs langues d'un poème. Ça, c'est un bon exercice. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, le moment où je suis en larmes, là, effectivement, il faut bien suivre moi-même. Je me suis rappelé de Chevalier Bleu, mais il peut y avoir. Et mon discours à la fin est coupé, à vrai dire, non pas, enfin, le film suggère un attentat, une rafale contre moi qui citait le mot Mishnah. Et je criais à ce moment-là parce qu'il y avait trop de bruit, la musique et les chiens aboyaient. Et il y avait des gens qui faisaient leur gymnastique nocturne. Et donc, à un moment donné, effectivement, les chiens me répondaient. Et j'ai voulu gentiment, effectivement, messieurs et dames, à retirer leurs chiens. Et c'est à ce moment-là que mon discours est coupé. Je confesse que ce n'était pas très abrupt
justement, mon discours était fini. Donc, j'ai fait une fiction. Et j'ai usé d'une certaine modalité de la violence qui coupe la parole, une certaine Gewalt, qui sera, quoi, qui serait de l'autre national-socialisme, et qui n'est pas vrai, mais ça peut être vrai aussi. On n'interroge pas les gens sur leur idéologie, mais ils font simplement des sports, tout passe de manière gentille. Alors le discours d'ailleurs, un dernier discours intitulé comme Thomas d'Aquin, discours sur les gentils. Bon. Alors, voilà, ce sont des choses que je ne fais pas par exprès pour brouiller les pistes, mais les pistes se multiplient devant moi. Ce sont de mes pistes déjà à peu près faillées. Et je les balaye maintenant peut-être, j'encaisse et je le mets dans mon enchassure. Donc, ces captages mettent en châssis les en faire des exemples, des films sensibles, etc., à un risque de leur représentation. Toute représentation est risquée, au sens kantien du terme, parce que les gens ils vont rester sur un point ou sur une autre et ils ne vont pas avoir l'accès à l'essentiel. Mais moi aussi, je suis dans ce chemin-là, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a que différence de temporalité pour y accéder. S'il y a véritablement une essence de toutes les choses, c'est-à-dire une chambre centrale de la pyramide dans laquelle il y aura des trésors cachés qui va nous répondre de tout. Non. En Worten, n'est-ce pas? Answer. Yes, answer. En français, on dit responsabilité, et en allemand, on dit ansversibilité, je dirais, pour faire une bêtise métissée, en Worten, une capacité de pouvoir répondre autant qu'il y a des questions intelligentes qui méritent d'être répondues, ne serait-ce que partiellement. Voilà mes propos s'enchaînent comme ça, mais il faut... Voilà, le moment de l'âme, émotion, c'est noté, on va le revoir. Martin Buber, c'est noté. Parésia, c'est bien noté. Fiction, Fari, c'est bien noté. Rapport avec la fable, ça devrait être dans le Psyché, dans l'invention de Psyché de Jacques Derrida, que j'avais traduit par rapport à un poème de Francis Ponge qui s'appelait tout simplement La Fable. Là, Derrida en expliquant tous les jeux qui se trouvent dans le poème, je crois à un moment donné, il disait que Fari, fable, fabuleux, fabuleuse, avant tout, l'origine de fable, c'était Fari, tout simplement parler. Et donc, Logos, Legen, n'était jamais dépourvu de fiction, de mimésis ou de ou de quoi. Alors mon film qui s'intitule comme ça, somptueusement, comme un best-seller, qu'est-ce qu'une philosophie pratique, a un sous-titre qui touche à notre sujet, qui touche à la chose filmique, c'est-à-dire kinétique, qui
kinographique, qui comporte concept mime et kinésis. Et à la fois morphée, aristotélicienne, et hule, aristotélicien. Et j'avais mal écrit et je n'ai pas corrigé hier soir. Au lieu d'écrire philosophie politique, pratique, j'ai omis P et ça nous a donné philosophie. Alors ça me fait vraiment toucher cela. Pourquoi il n'y a pas une science qui mériterait ce nom très simple de hile, c'est-à-dire matière, au sens brut du terme, et une science de cette matière qui s'appellerait philosophie. Et ajoutant effectivement, hile, sans forme, sans morphée, est très risqué, et donc on peut tomber dans les abîmes de Korah, ça veut dire cette pierre à moulin, africain, d'un poète, et pour sensibiliser concept de Korah dans l'anthropologie préhistorique. Là, effectivement, tout est dans mes films ou dans mes écrits, rien de nouveau sous le soleil. Hilo, donc morphologiquement, un traitement, un traité. Donc ce film, c'est une introduction à la philosophie morale, c'est-à-dire pratique, à la praxis, telle qui est racontée ici, à travers Phronésis, à travers Parésia, à travers fiction autobiographique, à travers une communauté impossible, mais possible, etc., etc. Une philosophie politique, éco-pratique dont il s'agit, au-delà de la morale au sens étroit du terme, mais c'est dans les limites d'un cinématographique, et donc obéissant aux lois de Morphée et philomorphosophie. Voilà. Tout est bien expliqué sans autrui, c'est-à-dire sans Auseinandersetzung. Alors, vu mon style qui n'est pas allusif, qui n'est pas suggestif, mais pour aller vite, effectivement, je rappelle et je cite jusqu'à les noms de livres, et je les énumère jusqu'à leur titre. Et il y a, voilà, c'est un style tout en gardant une certaine fictionnalité autobiographique, une faille qui rejoint de temps en temps fable, parce que la vie est peut-être, avant d'être un rêve, la vie est fabuleuse. Pour parler italien, la vie parlante. La vie est fabuleuse, la vie est fabulée. C'est justement sur ce point que il y a eu cette Auseinandersetzung avec Lyotard à partir de la préface telle qu'elle est écrite par Emine Sarıkartal, parce que elle privilégiait entre autres cette théorie de jugement chez Kant et jusqu'à dans le paradoxe de différentes, Jean-François Lyotard était resté un philosophe de jugement. Là, effectivement, c'est au-delà des jugements constatifs ou descriptifs, il cherchait une certaine performativité qui est
intimement lié à phronésis tel que nous avons compris, c'est-à-dire ça s'exerce un jugement réfléchissant, on ne peut pas l'apprendre à quelqu'un, c'est une praxis, donc il s'agit d'une philosophie politique de parlant et de jugeant, mais non pas au sens étroit du terme, donc il fallait élucider ce point-là dans cette Auseinandersetzung, explicitation avec moi, Lyotard. Il s'agit d'une réinterprétation du concept praxis, dont notre film s'appelle Philosophie pratique, donc il s'agit de praxis politique. Politique, je comprends quelque chose de très simple, être en multitude, ne pas être dans son ipséité, dans sa mienité, dans son Eigentlichkeit, ni dans son Eigentum, alors que je suis confortablement quand même installé dans chez moi, entre guillemets, toujours en plein air, ouverte à 4 vents, dont je ne suis pas le propriétaire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, explicitation. Donc, théorie de jugement nécessite des fables. Fables, de fiction, et il n'y a pas une vérité. Même de la Switch, ça c'est un résultat d'une fiction, et tout ce qui est vécu là aussi, ça peut être une fiction. Et Ferguson, quelque chose comme ça, un philosophe négationniste, disait des choses, des bêtises, et contre lesquelles, effectivement, Lyotard avait écrit ce livre différent, qui n'a pas élucidé le problème, mais une fois entamé l'ontologie au-delà d'être non-être, question de génocide comme événement des événements innommables, pour dire bon, Gloria, comme Paul Celan, que j'adore, effectivement, c'est la gloire. Comme aujourd'hui on a parlé, précisé le sens de gloire qui nous reste. Ce qui nous reste, c'est la gloire des cendres. Cendres. C'est ça, Gloria, un élément souvenu, mais on ne sait pas si c'est souvenu exactement, parce qu'il y a des témoignages autres de Anthelme, qui disait que dans le champ, effectivement, le plus hostile à un juif, c'était l'autre juif. C'est l'ambiance carcérale, effectivement. Personne ne peut se fier à personne. Et Paul Celan, dans notre poème, disait personne n'est témoin de personne. Et apparemment, à travers la photo de Jacques Derrida, Jacques Derrida explicitait ces vers de Paul Celan dans une université américaine, probablement Irvine ou autre. Legal Studies de Harvard, ça peut être possible. Donc, il a travaillé sur ce sujet. Donc, personne ne témoigne de personne, on ne peut se fier à personne. Et j'ajoute comme ça m'est venu, comme j'ai oublié le concept que moi-même j'ai inventé, c'était pas mienneté, c'était pas minette, mais ça rimait avec mon prénom que je biffe. Et ça nous renvoyait à Yunus Emre, à notre grand poète épique du XIIe
siècle, Yunus Emre qui utilisait ce mot archaïque, bencileyin, pour dire miente. C'est un peu dans le truc actuel, ça veut dire selon moi. Mais bencileyin, c'est encore plus quelque chose inner, intérieur qu'une simple représentation extériorisée de selon moi. Non, c'est pas du tout selon moi, mais bencileyin. Donc, miente beaucoup plus profonde, mais très humble, modeste. Voilà, j'ai ajouté ça. Pourquoi? Pour ne pas oublier, parce que Jacob Böhm, quand même, et Yunus Emre, et peut-être ils sont contemporains, ils étaient contemporains. Thomas Münzer et Cheikh Bedrettin, ils étaient à peu près contemporains. Et les autres mouvements, non pas sionistes, mais de sabbataïstes dans les terres ottomanes, dans les Balkans. Et là, effectivement, ça avait quelque chose à voir avec le mouvement de Münster, qui a précédé quand même Luther, une certaine illumination éclair. Seulement, ce n'était pas sans rapport avec l'Orient, et Goethe avait entretenu des rapports littéraires avec l'Orient. C'est à ce domaine-là que j'étais candidat dans mes débuts des études supérieures, et ce n'est pas fait, et ça m'a resté comme traume. Et je suis dans l'arme encore. Et c'est pour ça que je glotte sur le sujet. Fari. Je spécule. Voilà, encore Lyotard, qui quand même révalorisait la pensée spéculative au sens hegelien du terme contre la pensée cognitive ou contre les jugements déterminants ou les jugements cognitifs ou des jugements des phrases de constatation ou de description. Voilà, ça dépasse tout ça. Un fari, un parésia, une praxis de parésia. Et voilà, tout est là, tout est dit, on est épuisé, et il y a un épuisement de la parole qui frôle l'entretien infini de Maurice Blanchot et des autres romans quand même, ils sont fantastiques de Blanchot, y compris l'instant de ma mort. C'est indécidable s'il a eu lieu ou n'a pas eu lieu, s'il est mort ou pas. Donc toute ontologie en éclat, au moins sous cet événement précis de Raphaël chez les Blanchots, dans une date très précis, dans un endroit, un domicile, dans une demeure très précis. Un autre livre de Jacques Derrida sur Blanchot qui s'appelle Demeure, tout simplement, et l'autre Parage. Après le Paragon, il y a des parages. Voilà, ça devient élastique, le thème derridien extraordinaire, effectivement. Donc, je citais Ocean Gloria, Ocean, dans le sudiste, et que je suis, et gloire. Personne n'est témoin de personne. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité de Célan, comme il est convenu? On n'a pas cité Niemanns Rose. Niemanns Rose est la rose de personne. Alors là, ça mérite un film à part entière et que j'avais déjà fait, et tout en larmes. En parlant très peu, comme aujourd'hui, de Paul Celan, mais de ce concept est d'ailleurs très très fort,
mais en trouvant une thématique pareille dans une poétesse turque qui s'appelle Günseli Inal, j'espère que je ne me trompe pas des noms. Elle s'est fait dans un parc la nuit cet enregistrement, ce discours. La rose de personne, c'est très important. Et ce matin, dans ma bibliothèque, j'ai entreaperçu un livre de William Blake, que je n'ai pas encore j'ai vu, qui s'intitule Rose de quelque chose, une certaine rose. Donc, je me fie aussi beaucoup à William Blake. Voilà. Là, il y a des travaux à faire. Donc.